Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième cours sur InDesign. On sait déjà qu'InDesign est sans commune mesure le premier choix pour la création éditoriale. Mais il permet aussi aux utilisateurs de créer des fichiers PDF interactifs, des animations, des identités de marque. Les possibilités sont énormes. Mais pour tout ça, il faut bien commencer quelque part. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir les différents réglages du logiciel. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans ce deuxième chapitre de nombreux outils. J'ai hâte de vous partager toutes ces informations, j'espère que vous aussi. Nous allons commencer par approfondir nos connaissances sur l'interface d'InDesign. Pour cela, nous allons parcourir la barre des menus et le panneau à outils. Ensuite, nous parlerons de l'histoire du design éditorial, de ses principes et des règles qu'il faut connaître pour créer la composition d'un document. Nous apprendrons comment modifier et éditer les propriétés d'un document après sa création. Enfin, nous verrons ce qu'est un calque et nous traiterons de la gestion des blocs de texte. C'est parti! Commençons par la barre des menus. Cette barre vous permettra d'avoir accès à de nombreuses options et outils très utiles. Les menus d'Adobe InDesign Creative Suite 5, situés dans la barre des menus, permettent d'accéder à des commandes principales d'options d'InDesign et de contrôler son interface utilisateur. Ces options de menu vous permettent également d'ouvrir et de fermer les panneaux utilisés pour éditer et faire des ajustements sur la publication. Le menu Fichier. Ce menu comprend certaines des options de base pour créer, ouvrir et enregistrer des documents. Il comprend également une option pour importer de nouveaux contenus et de nombreuses options pour contrôler les paramètres du document, l'exportation et l'impression de celui-ci. Le menu Édition. Ce menu vous permet d'accéder à de nombreuses options pour l'édition et le contrôle des sélections, comme la copie et les raccourcis clavier. Le dictionnaire et le vérificateur d'orthographe se trouvent également dans ce menu. Le menu Page. Ce menu est utilisé pour créer des guides. Ces options vous permettent de disposer les éléments de la page avec précision et de les aligner correctement. Utilisez le menu pour naviguer entre les pages et les feuilles mobiles du document. Le menu Texte, il permet de sélectionner les polices et contrôler les caractères dans la mise en page de votre document. Vous pouvez accéder aux nombreux paramètres liés au texte à partir de ce menu qui ouvre le panneau associé et pourrez effectuer les modifications nécessaires. Le menu Objets. Ce menu vous permet de modifier l'apparence et le placement des objets sur la page. Les options disponibles dans ce menu dépendent de l'élément que vous sélectionnerez dans l'espace de travail. Le menu Tableau. Ce menu est utilisé pour créer, configurer, modifier et contrôler les tables sur la page. Le menu Affichage vous permet de modifier l'affichage de la page, notamment en effectuant un zoom avant et arrière, ainsi qu'en utilisant des guides, des règles ou des grilles pour vous aider à concevoir des éléments. Le menu Fenêtre vous permet d'ouvrir et de fermer les panneaux de création ou de passer d'un document ouvert à un autre. Le menu Aide vous permet d'accéder à des documents d'aide pour InDesign et de configurer les plugins que vous avez installés. Les menus contextuels apparaissent lorsque vous cliquez sur le bouton droit de la souris sur Windows ou lorsque vous cliquez sur CTRL sur Mac sur un élément. Les menus contextuels changent en fonction de l'élément sur lequel vous cliquez et de l'outil que vous utilisez. Si vous n'avez pas d'élément sélectionné, le menu contextuel s'ouvre pour le document InDesign en général, ce qui vous permet de sélectionner les options telles que le zoom, le collage, les règles et les guides. Si vous avez un objet sélectionné, les options comprennent la transformation, la modification et l'édition de l'objet. Les menus contextuels sont sensibles au contexte, d'où leur nom. N'oubliez pas de sélectionner un élément sur la page avant de cliquer dessus. Si vous ne sélectionnez pas d'abord d'objet, le menu affichera des options pour le document et non pour l'objet.
Nous allons maintenant passer à une autre partie de l'interface, le panneau d'outils. Certains outils du panneau outils servent à sélectionner, modifier et créer des éléments de page. D'autres servent à choisir les types, les formes, les lignes ou encore les dégradés d'un document. Vous pouvez modifier la disposition générale du panneau outils et l'adapter selon vos préférences. Par défaut, le panneau outils se présente sous la forme d'une seule colonne verticale. Vous pouvez la configurer en double colonne verticale ou en rangée horizontale. Vous pouvez faire glisser le haut du panneau outils pour le déplacer. Cependant, vous ne pouvez pas réorganiser la position des outils individuels dans le panneau outils. Sélectionnez un outil dans le panneau outils par défaut en cliquant dessus. Le panneau contient plusieurs outils cachés liés aux outils visibles. Les outils cachés sont indiqués par des flèches à droite des icônes d'outils. Vous pouvez y accéder en faisant un clic droit sur l'outil souhaité. Le panneau outils est divisé en 4 parties. La première partie comprend des outils de sélection. La deuxième comprend des outils de dessin et de texte. La troisième des outils de transformation et la quatrième des outils de modification et de navigation. Pour afficher le nom de l'outil et son raccourci, maintenez le pointeur sur l'outil. Ce texte s'appelle l'infobulle. Vous pouvez désactiver les infobulles en choisissant aucun dans le menu Infobulle des préférences de l'interface. Vous pouvez aussi ouvrir le panneau Infobulle sur les outils. Pour cela, allez dans Fenêtres, Utilitaires et Infobulle des outils. Vous verrez quels raccourcis et touches de modification fonctionnent avec chaque outil sélectionné. Si vous ne voyez pas le panneau à outils, allez dans Fenêtres et Outils. Il y a des options pour certains outils, tels que les outils pipette, crayon et polygone. Si vous souhaitez les voir, il vous faudra cliquer 2 fois sur l'outil du panneau outils. Il y a 2 manières pour afficher et sélectionner des outils cachés. Pour la première, allez dans le panneau outils, placez le pointeur sur un outil dont les outils sont masqués et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Lorsque les outils cachés apparaissent, sélectionnez un outil. La deuxième est de faire un clic droit sur l'outil. Sur InDesign, vous pouvez aussi sélectionner temporairement des outils. Lorsqu'un outil est sélectionné, maintenez enfoncé le raccourci clavier d'un autre outil tout en maintenant le raccourci clavier enfoncé. Effectuez une action. Ensuite, relâchez le raccourci clavier pour revenir à l'outil précédent. Par exemple, si l'outil main est sélectionné, maintenez la touche V enfoncée pour utiliser temporairement l'outil sélection. Lorsque vous relâchez la touche V, l'outil main est sélectionné. C'est une de mes astuces préférées pour travailler plus rapidement. Nous pouvons aussi modifier la disposition du panneau outils. Pour cela, si vous êtes sur Windows, allez dans Édition, Préférences et interfaces. Si vous êtes sur macOS, allez sur InDesign, Préférences et interfaces. Puis, choisissez une option de disposition dans le menu Panneau des outils flottants et cliquez sur OK. Vous pouvez également cliquer sur l'icône à double flèche située en haut du panneau outils pour modifier la disposition du panneau outils. Nous allons maintenant passer à une petite description des différents outils de sélection. Nous commencerons par la galerie des outils de sélection. L'outil sélection. Il vous permet de sélectionner des objets entiers. Vous pouvez faire appel à cet outil avec la touche V. L'outil sélection directe vous permet de sélectionner des points sur un tracé ou le contenu d'un bloc. Son raccourci clavier est le A. L'outil page, son raccourci est Shift plus P. Il vous permet de créer plusieurs tailles de pages dans un document. Le dernier outil de sélection est l'outil espace. Il vous permet de régler l'espace entre les objets et son raccourci clavier est le U. Poursuivons maintenant avec la galerie d'outils texte, de dessin et de typographie. L'outil texte vous permet de créer des blocs de texte et de les sélectionner avec le raccourci clavier T. L'outil texte curviligne vous permet de créer et de modifier des caractères sur des tracés. Son raccourci clavier est Shift plus T. Enfin,
L'outil trait vous permet de dessiner un segment de ligne et son raccourci clavier est une étoile. Nous avons également parmi les outils de dessin l'outil plume qui vous permet de dessiner des trajectoires droites et courbes. Pour faire appel à cet outil, vous pouvez appuyer sur la touche P. L'outil ajouter un point d'ancrage vous permet d'ajouter des points d'ancrage à un tracé. Pour y accéder depuis le clavier, appuyez sur la touche égale. L'outil supprimer le point d'ancrage vous permet de supprimer les points d'ancrage d'un tracé. Son raccourci est Shift+. L'outil conversion de points directeurs vous permet de convertir les points d'angle et les points lisses. Son raccourci clavier est Shift+C. Ensuite, il y a l'outil crayon. Il vous permet de dessiner un tracé de forme libre. Vous pouvez faire appel à cet outil avec la touche N. Caché derrière le crayon, il y a deux autres outils sans raccourci clavier. L'outil arrondi pour supprimer les angles excessifs d'un tracé et l'outil gomme qui supprime des points sur un tracé. Il y a en suivant l'outil bloc rectangulaire. Il vous permet de créer un bloc carré ou rectangulaire. Son raccourci clavier est F. Caché derrière lui, il y a l'outil bloc d'ellipse qui permet de créer un emplacement circulaire ou ovale, et l'outil bloc polygonal qui crée un support de forme à plusieurs côtés. Pour terminer avec les outils de dessin, nous avons l'outil rectangle qui permet de créer un carré ou un rectangle. Vous pouvez faire appel à cet outil avec la touche M. Le rectangle comprend deux autres outils cachés derrière. L'outil ellipse qui vous permet de créer un cercle ou un ovale. Son raccourci clavier est le L. Et l'outil polygone qui sert à créer des formes à plusieurs côtés et qui ne possède pas de raccourci clavier. Passons maintenant à la galerie des outils de transformation. Dans cette galerie, nous avons l'outil ciseau. Il permet de couper des tracés aux points spécifiés. Son raccourci est la touche C. L'outil de transformation libre vous permet de faire pivoter un objet ou de le redimensionner. Pour faire appel à cet outil, appuyez sur la touche E. L'outil rotation permet de faire pivoter des objets autour d'un point fixe. Le raccourci clavier est la touche R. L'outil mise à l'échelle sert à redimensionner les objets autour d'un point fixe. Appuyez sur S pour y accéder. Enfin, l'outil déformation est un outil caché. Il vous permet d'incliner les objets autour d'un point fixe et son raccourci est la touche O. Les outils de transformation. L'outil nuancier de dégradé sert à régler les points de départ et d'arrivée, ainsi que l'angle des dégradés dans les objets. Son raccourci clavier est G. Puis, l'outil contour progressif dégradé vous permet d'estomper un objet en arrière-plan. Pour cela, appuyez sur la touche Shift+G. À présent, nous allons parler de la galerie d'outils de modification et de navigation. Dans cette galerie, vous y trouverez l'outil Note. Cet outil vous permet d'ajouter des commentaires. Il y a également l'outil Thème de couleur. Il crée des thèmes de couleurs en fonction des éléments présents dans un document. On y a accès en appuyant sur la touche Shift+I. Caché derrière lui, il y a l'outil Pipette. Son raccourci est le I. Il vous permet de prélever des attributs de couleur ou des types sur des objets et de les appliquer à d'autres objets. Pour finir, il y a l'outil de mesure. Il sert à mesurer la distance entre deux points et son raccourci clavier est le K. Pour terminer la description de panneaux des outils, nous parlerons des outils de navigation. L'outil main permet de déplacer la vue de la page dans la fenêtre du document. Vous pouvez faire appel à cet outil avec la touche H. Pour finir, il y a l'outil Zoom. Il permet d'augmenter et de diminuer la fenêtre du document. Son raccourci est le Z. Histoire du design éditorial. Parlons du concept d'InDesign, ce logiciel utilisé par les professionnels du monde éditorial et de son histoire.
Le concept de design éditorial est né à l'époque de la Renaissance, au XVe siècle. Bien avant l'invention de la presse à imprimer attribuée à Gutenberg, le livre était le principal diffuseur de la culture occidentale. Avant l'invention de la presse à imprimer, il y avait des copistes. Les copistes existaient depuis l'Égypte ancienne. C'étaient des personnes dont le travail était de copier des livres. À cette période, il n'y avait pas d'imprimante et pas de copie. D'une certaine manière, les copistes étaient des imprimantes humaines. À l'époque, les copistes étaient très appréciés car peu d'Égyptiens ne savaient ou n'apprenaient à écrire. Les copistes ont été les premiers à reproduire des textes en grand nombre et à les présenter dans des livres. D'ailleurs, ces livres ont été acquis par très peu de personnes car il y avait un nombre limité d'exemplaires. Les copistes étaient ainsi les premiers professionnels de l'art de la conception éditoriale. Ils travaillaient avec les formes rectangulaires que la typométrie offrait à l'époque, en cherchant la manière appropriée d'agencer les textes pour leur donner dynamisme et esthétisme. La grille est devenue un élément fondamental dans la création de caractères pour leur application en typométrie. Elle a aussi un rôle important dans les proportions entre les espaces et le format du papier, de sorte qu'il soit harmonieux et ce dès le début du design éditorial. Par conséquent, la grille offrait de nouvelles possibilités expressives grâce à une nouvelle méthode, la création de typographies. Puis plus tard, avec l'avènement de l'imprimerie, les caractères sont apparus, ce qui a donné lieu à un plus grand nombre et une plus grande variété de typographies. Tout a commencé avec Johann Gutenberg, Peter Schoeffer et Johann Fust. Grâce à leur collaboration, ils ont créé les premiers caractères mobiles dans un style gothique texturé. Ils ont également créé les encres et les papiers qui étaient utilisés avec ce système. Les progrès des systèmes d'impression et des technologies informatiques remontent au XXe siècle. Le XXIe siècle a connu des changements constants et le design éditorial a connu de nouvelles tendances. Le livre existe comme un contexte social et un contexte d'interaction entre la connaissance et l'inconnu. Cependant, les magazines ont une importance commerciale beaucoup plus importante et plus grande que les livres. La différence principale étant que les deux n'attirent pas le même public. Le design éditorial est important car il permet la composition de publications en réalisant une harmonie entre le texte, l'image, le design et la mise en page, tout en donnant la personnalité au message communiqué. C'est la manière de communiquer un contenu visuel au lecteur, au moyen d'un design et en appliquant les outils qui permettent de produire différentes publications. L'objectif principal des publications éditoriales est de communiquer, de transmettre une idée ou un récit à travers l'organisation et la présentation d'images avec du texte. Le design éditorial peut également remplir d'autres fonctions. L'objectif peut être par exemple de donner une expression ou une personnalité au contenu, afin d'attirer et retenir l'attention des lecteurs. Il peut aussi chercher à structurer le matériel de manière claire. Cependant, il doit avoir une valeur esthétique pour donner un élan commercial à la publication. Dans certains cas, la publication peut être purement informative, de sorte qu'une bonne harmonie entre le texte, l'image et la mise en page, surtout si elle est dépourvue de design, peut produire un très bon travail. Pour la création d'un produit, il faut définir des objectifs et le type de publication à réaliser, qu'il s'agisse d'un livre, d'un magazine ou d'un journal. Le document doit être approprié en fonction du public et du consommateur final auquel il sera destiné. C'est un facteur important à prendre en compte pour apporter un juste message selon le public qui sera visé. En effet, il est très courant d'avoir des goûts différents. Il y a des gens qui aiment certaines choses et d'autres qui ne l'aiment pas. Les principes du design éditorial. Pour cela, il y a des éléments essentiels dans la conception du design éditorial et chacun d'entre eux a une fonction spécifique et un ordre logique dans le contenu. L'objectif des éléments graphiques est de transmettre le message approprié en privilégiant la manière dont le lecteur saisit l'information. Les éléments de base du travail éditorial sont le texte, l'image et la grille. Ces éléments sont très importants car sans eux, notre publication n'aura pas de cohérence lors de la conception de livres ou de magazines.
Le bon placement de ces éléments permet de rendre la composition compréhensible et de transmettre au lecteur les informations dont il a besoin, pour autant qu'elles soient utiles et comprennent un bon contenu visuel. Pour réaliser une bonne mise en page, nous devons prendre en compte chacun des éléments suivants. Le texte est un ensemble typographique de la publication. Il doit faire partie d'une famille typographique. Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs typographies juste parce que vous les aimez. Chacune des formes typographiques exprime des concepts spécifiques. Une typographie doit être lisible. La typographie aide à transmettre les informations. Savoir choisir la bonne police de caractères permet d'identifier le type de publication. Différentes tailles de typographie sont utilisées afin de donner une hiérarchie visuelle correcte, sans que le texte ne soit excessivement grand ou petit. Après le texte, nous avons les images. Il est important de faire attention au choix et à la disposition des images. Elles seront différentes en fonction de ce que l'on veut exprimer. Accompagner des textes et des images ensemble permet de donner de la force au propos. Il y a également les marges et les grilles. Elles sont extrêmement importantes. Elles déterminent si nous placerons une image ou un texte dans une certaine position. Ce sont des éléments de base et primordiaux dans la composition. Elles sont constituées de lignes verticales et horizontales qui donnent l'ordre et l'équilibre à la composition de la page. Il y a aussi le format. Il est très important. Il faut tenir compte de la taille et de la position du papier, car si vous utilisez des feuilles plus grandes, elles vous permettront d'avoir plus d'informations et moins de pages. A l'inverse, si vous utilisez des feuilles plus petites, elles contiendront moins d'informations, mais vous aurez plus de pages. Cela dépendra des besoins de chaque client. Un autre concept souvent oublié est l'espace vide. Toutes les publications comportent des espaces vides, ce qui donne un sentiment de relief, d'aération de la page et d'équilibre au document. Si ce n'était pas le cas, le document serait rempli de lettres et de textes et ne serait pas agréable à lire. Passons maintenant au concept. C'est un élément principal à développer car il comprend l'ensemble de la présentation du paquet éditorial. Ce n'est pas la même chose de créer une publication pour les enfants et pour des ingénieurs. Chaque marché présente des caractéristiques différentes, ce qui nous ramène à la palette de couleurs, qui vous accompagnera tout au long du projet éditorial et édition après édition. Le choix des couleurs se fait sur la base du concept déterminé en amont. Pour finir, il y a l'équilibre et l'harmonie. À la fin de votre projet, vous devrez analyser, porter un regard critique sur l'ensemble et voir s'il est en harmonie. Vous devrez fournir à votre client un produit attrayant. Nous voici arrivés au moment du quiz. Vous êtes prêts ? Première question. Combien de menus y a-t-il dans la barre des menus d'InDesign ? Réponse A, 3. Réponse B, 12. Réponse C, 7. Ou réponse D, 9. Il y a 9 menus différents qui sont Fichier, Édition, Page, Texte, Objet, Tableau, Affichage, Fenêtre et Aide. La bonne réponse est donc la réponse D. Deuxième question. Quel raccourci clavier vous permet de faire appel à l'outil bloc rectangulaire ? Réponse A, R. Réponse B, F. Réponse C, M. Ou réponse D, aucune des réponses précédentes. L'outil bloc rectangulaire vous permet de créer un bloc carré ou rectangulaire. Le raccourci clavier est la touche F. La bonne réponse est donc la réponse B. Troisième question. Parmi les outils suivants,
lequel n'est pas un outil de modification? Réponse A, l'outil Note. Réponse B, l'outil thème de couleur. Réponse C, l'outil ciseau. Ou réponse D, l'outil pipette. La bonne réponse est la réponse C. L'outil ciseau est un outil de transformation. Il y a 4 outils de modification, lesquels sont les suivants: l'outil Note, l'outil thème de couleur, l'outil pipette et l'outil mesure. Avant-dernière question. Qui sont les premiers à avoir fait de l'édition éditoriale? Réponse A, Johann Gutenberg, Peter Schoeffer et Johann Fust. Réponse B, les moines. Réponse C, les copistes. Réponse D, les Égyptiens. La bonne réponse est la réponse C. Les copistes étaient les premiers professionnels de l'art de la conception éditoriale. 5e et dernière question. Parmi les propositions suivantes, lequel n'est pas un principe du design éditorial? Réponse A, l'édition. Réponse B, le texte. Réponse C, équilibre et harmonie. Réponse D, le concept. Il y a au total 8 principes de design éditorial, mais l'édition n'en fait pas partie. La bonne réponse est donc la réponse A. Bravo à vous! J'espère que vous avez réussi ce petit quiz. Passons maintenant à la seconde partie de notre cours. Modifier un document. Sachez que même des professionnels se trompent parfois. Il y a toujours des solutions. Nous allons maintenant parler dans cette partie des manières d'éditer un document une fois créé. Si vous utilisez l'option « Ajuster le document » ou « Marge et colonne » pour modifier une mise en page existante, par exemple pour modifier la taille de la page ou ses marges, vous consacrerez sûrement beaucoup de temps et d'efforts à réorganiser les objets pour les adapter à la nouvelle mise en page. La fonction « Ajuster la mise en page » permet de réaliser une grande partie de ce travail automatiquement, en ajustant les éléments de page dans la mise en page du document. Lorsque vous modifiez le format de la page, la marge de la page ou le fond perdu du document par exemple. Pour cela, allez dans « Fichier » et « Ajuster la mise en page » ou cliquez dans la boîte de dialogue sur « Ajuster la mise en page » et spécifiez ensuite la taille de la page et les marges. Vous pouvez également définir des limites de taille de police dans l'ajustement automatique en sélectionnant « Définir les limites de taille de police » et en spécifiant une valeur pour la taille de police minimale et maximale. Enfin, vous avez l'option « Ajuster le contenu verrouillé ». Sélectionnez cette option pour ajuster le contenu verrouillé dans la mise en page et cliquez sur OK. Pour ajuster la mise en page d'une page dans un document, allez dans « Page »,« Marge » et « Colonne ». La boîte de dialogue « Marge et colonne » apparaît. Sélectionnez « Ajuster la mise en page ». La case est décochée par défaut. Ensuite, sélectionnez « Ajuster la taille de la police » pour modifier la taille de la police dans le document en fonction des changements de marge. Vous pouvez également définir des limites de taille de police pour le réglage automatique en sélectionnant « Définir les limites de taille de police » et en spécifiant une valeur pour la taille de police minimale et maximale et cliquez sur OK. Lorsque vous utilisez la fonction « Ajuster la mise en page »,
Les éléments de texte et les graphiques sont reconfigurés en fonction des modifications apportées aux marges et au fond perdu du document, selon certaines modalités. Par exemple, les guides se déplacent si le format de la page change, afin de maintenir une distance proportionnelle au bord de la page, aux marges et aux guides de colonnes. La position relative des objets qui sont ancrés au texte est maintenue. Si la taille ou les marges de la page sont modifiées, les objets sont déplacés pour conserver la même position relative sur la page. L'alignement des objets avec le fond perdu, les bords de page, les marges, les colonnes, les gouttières, les guides et les grilles est maintenu. L'alignement et l'espacement relatifs entre les objets du document sont maintenus. Vous pouvez décider de mettre le texte à l'échelle ou non. La taille de la police et l'espacement des lignes du texte changent en fonction de la taille du document. Après la mise à l'échelle, la taille de la police augmente d'une décimale. Le style ne change pas et tous les changements apportés au texte apparaissent comme des modifications. La proportion d'objets non rectangulaires et tournés est maintenue. Les images sont ajustées proportionnellement afin de maintenir les proportions et permettre que la cohérence du contenu visible dans le bloc soit presque entièrement maintenue. Chacun des objets d'un groupe, qu'il soit rectangulaire ou non, est ajusté tout en maintenant la proportion, de sorte que la forme du groupe reste intacte. Les éléments de la table de travail ne changent pas de taille et ne se chevauchent pas sur la page. Les objets cachés ou les objets situés sur un calque caché ne sont pas redimensionnés. Les calques. Chaque document comprend au moins un calque nommé. En utilisant plusieurs calques, vous pouvez créer et modifier des zones spécifiques ou des types de contenus dans le document sans en affecter les autres. Les calques sont comme des feuilles transparentes empilées les unes sur les autres. Si un calque ne contient pas d'objet, vous pourrez voir au travers les objets des calques inférieurs. Vous pouvez réorganiser ces objets, les verrouiller ou les déverrouiller, les ajouter ou les supprimer des groupes. Toutes les pages d'un document ont des calques, y compris les pages principales. Par exemple, si vous masquez le calque 1 lors de l'édition de la page 1 du document, ce calque sera masqué sur toutes les pages jusqu'à ce que vous choisissiez de l'afficher à nouveau. Le volet des calques affiche les calques avec le calque de premier plan en haut du volet. Vous pouvez ajouter des calques à tout moment avec le bouton « Nouveau calque » en bas du volet des calques. Le nombre de calques que peut comporter un document n'est limité que par la capacité de mémoire vive dont dispose InDesign. Pour créer un nouveau calque au-dessus du calque sélectionné, cliquez sur le bouton « Nouveau calque ». Si vous souhaitez créer un nouveau calque sous le calque sélectionné, maintenez la touche CTRL sur Windows ou Commande sur macOS enfoncée, tout en cliquant sur le bouton « Nouveau calque ». Pour créer un nouveau calque au-dessus de la liste, maintenez la touche CTRL plus SHIFT sur Windows ou Commande plus SHIFT sur macOS enfoncée, tout en cliquant sur le bouton « Nouveau calque ». Enfin, pour créer un nouveau calque et ouvrir la boîte de dialogue « Nouveau calque », maintenez la touche Alt sur Windows ou Option sur macOS enfoncée lorsque vous cliquez sur le bouton « Nouveau calque ». Si l'on veut choisir un calque dans le menu du panneau des calques, il vous faudra double-cliquer sur le calque. Il y a les options de calque qui apparaissent dans cette boîte. Vous pouvez par exemple attribuer une couleur pour identifier les objets de ce calque. Cette attribution permet de différencier plus facilement les calques des différents objets sélectionnés. Pour chaque calque contenant un objet sélectionné, un point de couleur du calque apparaît dans le panneau calque. L'option « Afficher calque » rend un calque visible. En sélectionnant cette option, l'icône de l'œil sera visible dans le panneau des calques. Enfin, il y a l'option « Afficher les repères ». Sélectionnez cette option pour rendre les guides du calque visibles. Si cette option n'est pas sélectionnée pour un calque, les guides ne seront pas visibles, même si vous vous rendez dans le menu « Affichage ». L'option « Verrouiller le calque » permet
d'empêcher toute modification des objets du calque. Sélectionner cette option revient à rendre visible l'icône du crayon barré dans le panneau calque. L'option Verrouiller les repères permet d'empêcher les modifications de tous les guides sur le calque. L'option Imprimer le calque vous permet de choisir si vous souhaitez imprimer ou empêcher l'impression du calque. Lors de l'impression ou de l'exportation au format PDF, vous pouvez déterminer s'il vous faut imprimer les calques cachés et non imprimables. Puis, supprimer l'habillage lorsque le calque est masqué. Vous pouvez activer cette option si vous voulez que le texte se place normalement sur d'autres calques, lorsque le calque est masqué et qu'il contient des objets auxquels un habillage est appliqué, par exemple. Tous les nouveaux objets sont placés sur le calque cible, c'est-à-dire le calque comportant l'icône du plume dans le panneau calque. Lorsque vous ciblez un calque, ce calque est également sélectionné. Si plusieurs calques sont sélectionnés, le fait de cibler un calque ne modifiera pas la sélection. Cependant, si vous ciblez un calque qui ne fait pas partie de la sélection, les autres calques sont désélectionnés. Vous pouvez ajouter des objets au calque cible lorsque vous créez des nouveaux objets avec les outils texte ou dessin, ou lorsque vous importez, placez ou collez du texte ou des graphiques par exemple. Pour cela, sélectionnez des objets dans d'autres calques, puis déplacez-les vers le nouveau calque. Vous ne pourrez pas dessiner ou placer un nouvel objet sur un calque caché ou verrouillé. Lorsque vous sélectionnez l'outil texte ou dessin, ou que vous placez un fichier alors que le calque cible est masqué ou verrouillé, le pointeur prend la forme d'un crayon barré lorsqu'il est placé sur la fenêtre du document. Affichez ou déverrouillez le calque cible ou définissez un calque visible et déverrouillé comme cible. Choisissez Édition et Coller. Lorsque le calque cible est masqué ou verrouillé, un message d'alerte vous propose de l'afficher ou de le déverrouiller. Lorsque vous cliquez sur un calque dans le panneau calque, pour le définir comme cible, l'icône plume apparaît sur ce calque, qui est également mise en évidence pour indiquer qu'il a été défini comme cible. Vous pouvez aussi sélectionner, déplacer et copier des objets dans des calques. Par défaut, vous pouvez sélectionner n'importe quel objet sur n'importe quel calque. Dans le panneau calque, des points marquent les calques contenant les objets sélectionnés. La couleur de sélection des calques identifie le calque d'un objet. Pour éviter que les objets d'un calque particulier ne soient sélectionnés, vous devez verrouiller ce calque. Pour sélectionner les objets d'un calque un par un, cliquez sur l'icône en forme de triangle à côté du calque, pour afficher tous les objets et sélectionner l'objet cible. Vous pouvez également faire glisser l'objet cible vers un autre emplacement sans le sélectionner. Pour sélectionner tous les objets d'un calque spécifique, maintenez la touche Alt sur Windows ou Option sur macOS enfoncée, tout en cliquant sur un calque dans le panneau calque. Pour déplacer ou copier des objets sur un autre calque, utilisez l'outil Sélection pour sélectionner un ou plusieurs objets sur une page de document ou une page maître. Dans le panneau calque, faites glisser le point de couleur situé à droite de la liste des calques pour déplacer les objets sélectionnés vers l'autre calque. Pour déplacer les objets sélectionnés vers un calque verrouillé, maintenez la touche CTRL sur Windows ou Commande sur macOS enfoncée, tout en faisant glisser le point de couleur.
Vous allez maintenant apprendre à dupliquer un calque. La duplication d'un calque permet de copier son contenu et ses paramètres. Le calque dupliqué apparaît alors au-dessus du calque original dans le panneau calque. Tous les blocs dupliqués liés à d'autres blocs du calque restent liés. Les blocs dupliqués dont les originaux étaient liés à des blocs sur d'autres calques ne sont plus liés à ces blocs. Dans le panneau des calques, vous pouvez sélectionner le nom du calque et choisir « Dupliquer le calque » dans le menu du panneau Calque. Faites ensuite glisser le nom du calque et déposez-le sur le bouton « Créer un nouveau calque ». Vous pouvez d'ailleurs modifier l'ordre d'empilement des calques du document en les réorganisant dans le panneau Calque. La réorganisation des calques modifie l'ordre des calques sur toutes les pages et pas seulement sur celle de la page cible. Ou alors, vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les objets sont empilés sur le calque en les repositionnant. Vous pouvez également, dans le panneau calque, faire glisser un calque vers le haut ou vers le bas dans la liste. Enfin, vous pouvez faire glisser plusieurs calques sélectionnés. Parmi les options et les manipulations que vous pouvez faire sur InDesign, vous pouvez masquer ou afficher des calques et ce, à tout moment. Vous pouvez également masquer ou afficher des objets sur un calque. Les calques et objets cachés ne peuvent pas être modifiés et n'apparaissent pas sur l'impression ou à l'écran. Le masquage des calques est utile lorsque vous souhaitez masquer les parties d'un document qui ne doivent pas apparaître dans le document final. Pour masquer les versions alternatives du document ou encore pour simplifier la présentation d'un document. Enfin, cela peut vous éviter d'imprimer un calque indésirable. Pour afficher ou masquer un calque un à la fois, cliquez sur le carré à l'extrême gauche du nom du calque, pour masquer ou afficher l'icône en forme d'œil du calque. Pour afficher ou masquer les objets d'un calque un par un, cliquez sur le triangle déroulant pour les afficher tous, puis cliquez sur l'icône en forme d'œil pour masquer ou afficher l'objet. Pour masquer tous les calques, à l'exception de celui qui est sélectionné, ou pour masquer tous les objets d'un calque à l'exception de celui qui est sélectionné, choisissez « Masquer les autres » dans le menu du panneau calque. Ou bien faites Alt et cliquez sur l'œil sur Windows, ou faites Option et cliquez sur l'œil sur macOS du calque, ou de l'objet que vous voulez garder visible. Pour afficher tous les calques, choisissez « Afficher tous les calques » dans le menu du panneau calque. Vous pouvez également cliquer sur la touche Alt et sur l'œil sur Windows ou Option et sur l'œil sur macOS à gauche d'un calque ou d'un objet visible pour afficher tous les calques ou tous les objets d'un calque. Vous pouvez aussi définir un calque comme non imprimable. Pour cela, sélectionnez le calque dans le panneau Calque, faites un double-clic sur le calque, désélectionnez « Imprimer le calque » et cliquez sur OK. Lors de l'impression ou de l'exportation au format PDF, le calque n'apparaîtra pas, mais vous aurez toujours la possibilité d'imprimer les calques cachés et non imprimables. Verrouiller un calque. Le verrouillage d'un calque est utile pour éviter que des modifications ne soient apportées au calque par erreur. Les calques verrouillés sont représentés par une icône de cadenas fermé et une icône de plume barrée dans le panneau calque. Les objets de calque verrouillés ne peuvent pas être édités ou sélectionnés directement. Cependant, si les objets de calque verrouillés ont des attributs qui peuvent être modifiés indirectement, ils seront modifiés. Par exemple, si vous modifiez une nuance de teinte, les objets de calque verrouillés qui utilisent cette nuance seront modifiés. De même, si vous placez une série de blocs de texte liés sur des calques verrouillés et déverrouillés, cela n'empêchera pas la recomposition du texte sur les calques verrouillés. Vous pouvez également utiliser le panneau calque pour verrouiller ou déverrouiller les calques. Pour verrouiller ou déverrouiller les calques un par un, allez dans le panneau calque en partant de la gauche, cliquez sur le carré dans la deuxième colonne pour afficher, verrouiller
ou masquer, déverrouiller le calque. Pour verrouiller tous les calques, à l'exception du calque cible, choisissez Verrouiller les autres dans le menu du panneau calque. Ou sur Windows, faites Alt plus clic sur le carré à gauche, ou si vous êtes sur macOS, faites Option plus clic sur le carré à gauche du calque que vous souhaitez voir déverrouiller. Pour déverrouiller tous les calques, choisissez Déverrouiller tous les calques dans le menu du panneau calque. N'oubliez pas que les calques appartiennent à l'ensemble du document, c'est-à-dire qu'ils apparaissent sur chaque page du document. Avant de supprimer un calque, masquez d'abord les autres calques, puis parcourez chaque page du document pour vous assurer que tous les autres objets peuvent être supprimés. Pour supprimer un calque, faites-le glisser du panneau calque vers l'icône Supprimer, ou choisissez Supprimer le calque dans le menu du panneau calque. Pour supprimer plusieurs calques, maintenez la touche CTRL sur Windows ou Commande sur macOS enfoncée, tout en cliquant sur les calques pour les sélectionner. Pour supprimer tous les calques vides, choisissez Supprimer les calques inutilisés dans le menu du panneau calque. Pour supprimer un objet sur un calque, sélectionnez-le dans le panneau calque et cliquez sur l'icône Supprimer. Vous pouvez réduire le nombre de calques dans un document sans supprimer d'objets en fusionnant les calques. Lorsque vous les fusionnez, les objets de tous les calques sélectionnés sont déplacés vers le calque cible. Parmi les calques sélectionnés pour la fusion, seul le calque cible reste dans le document. Les autres calques sélectionnés seront supprimés. Vous pouvez également aplatir un document en fusionnant tous les calques. La gestion des blocs de texte. Dans Adobe InDesign, le texte que vous saisissez apparaît à l'intérieur d'une sorte de boîte ou de rectangle appelé bloc. C'est ce dont nous parlerons dans cette dernière partie du cours. Les blocs de texte sont des sortes de rectangles qui entourent les objets. La taille et la forme de ces blocs peuvent être modifiés. Selon l'outil que vous utiliserez pour sélectionner, vous pourrez effectuer certaines modifications. Par exemple, avec l'outil texte sélectionné et en faisant glisser la souris, vous pouvez définir la largeur et la hauteur d'un nouveau bloc. Si vous voulez qu'il soit complètement carré, il sera nécessaire de maintenir la touche Shift enfoncée pendant que vous effectuez cette opération. Lorsque les dimensions atteignent la taille souhaitée, vous pouvez relâcher la souris, un curseur clignotant apparaîtra alors à l'intérieur du bloc, indiquant que vous pouvez commencer à taper. Pour modifier un texte écrit, vous devrez utiliser le même outil texte et double-cliquer sur le bloc sur lequel vous souhaitez écrire. Ne vous inquiétez pas si le bloc n'est pas tout à fait en place ou n'est pas à la bonne taille. L'outil de sélection vous permettra d'effectuer ces tâches. Les blocs de texte peuvent également être reliés à d'autres blocs de texte, ce qui permet au premier bloc de texte de continuer dans le second. Les blocs ainsi reliés sont dits liés, tandis que les textes qui se trouvent dans un ou plusieurs blocs liés sont appelés articles. Lorsqu'un fichier de traitement de texte est placé, il s'insère dans le document comme un seul article, quel que soit le nombre de blocs qu'il occupe. Les blocs de texte peuvent comporter plusieurs colonnes. Cela veut dire qu'un bloc de texte à 2 colonnes peut être placé sur une page à 4 colonnes. Pour déplacer un bloc de texte, il faut glisser le bloc avec l'outil de sélection. Pour redimensionner un bloc de texte, utilisez l'outil texte, maintenez la touche CTRL sur Windows ou Commande sur macOS enfoncée et faites glisser une poignée de blocs. Si vous appuyez sur le bouton de la souris pendant 1 seconde avant de commencer à glisser, le texte se recompose pendant que vous redimensionnez le bloc. Pour redimensionner avec l'outil sélection, faites glisser l'une des poignées du bloc sur le bord du bloc. Maintenez la touche CTRL sur Windows ou la touche Commande sur macOS enfoncée pour mettre à l'échelle le texte dans le bloc. Pour adapter le bloc de texte au contenu, sélectionnez le bloc à l'aide de l'outil de sélection et choisissez Objet, Ajustement et ajustez le bloc au contenu. Le bas du bloc de texte s'adapte au contenu du texte. Si le bloc de texte comprend plus de texte qu'on ne peut contenir la page, il ne sera pas redimensionnable.
Pour connaître le nombre de mots d'un bloc, allez sur Fenêtre et Info pour afficher le volet Info. Le volet Info affichera le nombre de caractères, de mots, de lignes et de paragraphes d'un bloc de texte. Il affichera également la position du point d'insertion dans le bloc de texte. Nous voici arrivés à la fin de notre troisième cours. Pour finir, nous allons faire un petit test de 5 questions. Première question. Dans quel menu se trouve l'option « Ajuster la mise en page » ? Réponse A. Page. Réponse B. Texte. Réponse C. Édition. Réponse D. Fichier. La fonction « Ajuster la mise en page » se trouve dans le menu « Fichier ». La bonne réponse est donc la réponse D. Deuxième question. Dans quel menu trouve-t-on l'option des paramètres marge et colonne ? Réponse A. Fichier. Réponse B. Page. Réponse C. Texte. Réponse D. Objet. Pour ouvrir le panneau des colonnes et marges, il faut aller sur le menu « Page ». Cela veut dire que la bonne réponse est la réponse B. Troisième question. Chaque document contient au moins réponse A. Une image. Réponse B. Un bloc de texte. Réponse C. Un calque. Réponse D. Une forme libre. La bonne réponse est la réponse C. En effet, chaque document comprend au moins un calque nommé. Petit rappel, si vous utilisez plusieurs calques, vous pouvez créer et modifier des zones spécifiques ou des types de contenus dans le document sans en affecter les autres. Avant-dernière question. Parmi les 4 méthodes suivantes, laquelle crée un calque au-dessus de la liste des calques ? Réponse A. CTRL plus bouton nouveau calque. Réponse B. Bouton nouveau calque tout court. Réponse C. CTRL plus Shift plus bouton nouveau calque. Réponse D. Alt plus bouton nouveau calque. Pour créer un nouveau calque au-dessus de la liste, il faut maintenir la touche CTRL plus Shift enfoncé tout en cliquant sur le bouton Nouveau calque. La bonne réponse est donc la réponse C. Cinquième et dernière question. Comment faire pour afficher ou masquer tous les objets d'un calque ? Réponse A. Il faut cliquer sur le triangle déroulant. Réponse B. Choisissez Afficher tous les calques dans le menu du panneau calque. Réponse C. Cliquez sur le carré à l'extrême gauche du nom d'un calque. Réponse D. Cliquez sur un carré dans la deuxième colonne pour afficher ou masquer le calque. La bonne réponse est la réponse C. Pour verrouiller tous les calques, à l'exception du calque cible, choisissez Verrouiller les autres dans le menu du panneau calque
ou Alt plus clic sur Windows ou Option plus clic sur macOS sur le carré à gauche du calque que vous souhaitez voir déverrouillé. Et voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous a plu. À très vite pour de nouvelles aventures. J'espère que ce cours vous a plu et qu'il a pu répondre à toutes vos questions. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle session.